Tout au long de cet épisode, nous allons parler de l'enseignement des arts plastiques. Cette matière, liée aux autres, elle tient un rôle essentiel dans la construction de l'esprit critique des élèves. Elle cultive le goût d'une curiosité artistique et culturelle et offre des moyens d'expression plastique qui permettent de traduire sans mots, aussi bien que d'en apprendre. Que si on est juste dans la colère ou dans la tristesse, on s'épuise profondément. Oui, c'est ça aussi en art-thérapie. On apprend à regarder les petites choses simples, Ouais. même écouter le bruit de la pluie. Les projets artistiques sans public, ça n'a aucun sens. Donc c'est aussi d'aller à la rencontre des gens et de leur proposer de jouer avec nous et de vivre des expériences avec nous. Ça, c'est le truc le plus important. Ça nous a rapprochés, ça nous a fait raconter une histoire qu'on ne connaissait même pas. On n'est jamais là par hasard. La transmission de l'attrait pour l'art tient parfois dans le détail. Je me souviens que sur l'un des murs de ma salle d'art plastique au lycée, il y avait un poster plutôt terne, rien de clinquant et surtout rien de bien clair. Je n'ai jamais demandé de quelle œuvre il s'agissait, peut-être par peur de rompre son mystique, mais elle m'a profondément marquée. Ce n'est que bien plus tard que je l'ai vue en entier, par hasard, et c'est à ce moment précis que j'ai compris à quel point une image fixe pouvait s'animer en nous. C'était la chambre 202 de Dorothea Tanning. La matière de cette chambre semble se mouvoir. Ici, elle se dilate, tout s'y fait lentement. Le papier peint recouvre ce qui doit être caché, la matière inerte ne fait pas d'opposition. La chair, elle, se glisse à travers les murs et les cloisons poreuses. Elle déchire délicatement le papier et se blottit en son creux. Il est si fragile qu'elle ne peut la déformer. Elle croît alors librement en n'autorisant autour d'elle qu'un vestige du motif. La matière du fauteuil est trop souple pour s'en extraire, comme les selles de tous les meubles. La chair se déploie alors comme il est possible de le faire, elle s'étend misérablement sous les coutures, elle pousse, s'y fraye un chemin. Elle s'adapte humblement. Son énergie est toute drainée par la croissance. La forme s'y perd, elle ratatine des jambes, résorbe des extrémités, étouffe des membres pour prendre de la place. Le tissu enveloppe au plus près la chair, tente de freiner son expansion. La matière est embourbée dans un cycle de soulèvement et de suffocation. Celle de la cheminée n'est plus. Elle se morcelle dans un dernier effort, ses boursouflures se fatiguent et se raidissent. Rien n'est reconnaissable, tout pourrait être autre chose. Transmettre cette passion, Lilou et Fabrice en ont fait leur métier. Je les laisse se présenter. Je m'appelle Fabrice Sanzambert, je suis professeur d'art plastique depuis 1991 dans l'éducation nationale. J'ai travaillé pendant 21 ans en Côte d'Armor. Ça a été mon premier lieu, enfin mes premiers lieux de travail. J'étais à l'époque titulaire académique, c'est un peu le TZR d'aujourd'hui, c'est-à-dire que j'avais le concours mais pas de poste fixe. Et en 1999, j'ai eu mon premier poste fixe à l'Oudéac, au collège des Livaudières. Et j'y ai travaillé 14 ans, et en 2013, pour plein de raisons, j'ai eu envie de revenir sur Rennes, et j'ai eu ma mutation pour Rennes. Et maintenant, je suis professeur au collège La Macnais, c'est mon poste. Et depuis quasiment 10 ans, je suis détaché à mi-temps à l'INSPE. J'ai eu plusieurs fonctions dans l'éducation nationale, ou en tout cas j'ai fait plusieurs choses. J'ai notamment été professeur relais au musée des Beaux-Arts de Rennes et à la Criée. Voilà, c'est les principales missions, on va dire, que j'ai pu avoir. Et j'ai toujours eu un intérêt particulier pour la culture, la diffusion de la culture à l'intérieur de l'éducation nationale et auprès des élèves, parce que c'est ça mon but premier. Je suis dans l'idée de travailler, de mettre en relation ma pratique de cours avec autre chose, d'autres manières de fonctionner, quoi. C'est-à-dire que moi je suis devenu prof, j'ai passé le concours en 91, 92, j'étais titularisé, et dès 94, je montais un truc qui aujourd'hui s'appelle une résidence d'artiste. À l'époque, ça n'avait pas de nom, à l'époque, ça n'avait pas de financement, on s'est débrouillé avec des petits bouts de scotch pour financer un truc, quoi. Mais voilà, et ça m'a toujours plu de faire éclater la classe, de fonctionner autrement, de faire ces rencontres-là. Et ça restera pour moi un des points les plus forts de ce que j'ai fait. Même, tu vois, j'ai créé et animé une galerie pendant 14 ans quand j'étais à l'Oudéac. J'aimais beaucoup faire ça, mais ça reste en dessous de ce que j'attendais. Et les résidences, ça a vraiment été mon truc fort, quoi. Et là,
là, sur les 4 ans qui me restent, je pense que on est sur des projets avec des collègues ici, là, mais j'aimerais que ça prenne plus une dimension de résidence. Donc on verra ce qu'on peut faire pour mettre un petit peu des guirlandes et des petites lumières brillantes partout, quoi. Voilà. Je suis Lilou Potochny-Sapin. Je suis étudiante pour passer l'agrégation, promo 2025-2026. Et j'ai eu mon master 2 l'année dernière. Et je repasse le CAPES cette année. Alors là, j'enseigne dans 2 collèges différents. Il y en a un où je suis 4 heures à Guichin, où j'y suis toute l'année, et un autre où je suis juste remplaçante, et là on m'a mis pour du 13 heures à peu près. Donc j'ai voulu faire ce métier, au début c'était grave une blague entre moi et ma mère, parce qu'en fait je vis dans une famille nombreuse depuis toujours en fait, et j'ai cette appétence pour l'art et la découverte qui est assez forte, et du coup je devais traduire ce que je voyais avec des mots pour pouvoir faire comprendre à mes sœurs ce qu'elles voyaient. Parce qu'en fait, on voyageait beaucoup. Et moi, je voyais des structures, de l'architecture à fond. Et elle, en fait, elle voyait juste que c'était un autre pays avec des bâtiments. Et moi, j'étais là, mais c'est pas du tout ça. Il y a des trucs de fou dedans. Mais là, en fait, c'est le chiffre d'or, c'est 42 et tout. Et mes sœurs, pour le coup, en fait, c'est comme ça qu'elles ont compris, en fait, pas mal de choses. Elles se sont pas arrêtées à juste regarder un pays et comment ça se faisait. C'était plus une culture et une architecture et tout ce qui était le non-dit du pays, parce qu'on traverse, on parle pas la même langue, mais on peut voir, donc c'était super fascinant. Les années ont passé, je suis allée en cursus art graphiste, j'ai fait ma licence là-bas, j'ai eu mon bachelor, et une fois mon bachelor obtenu, j'ai fait 1 an en agence. Ça s'est pas hyper bien passé. J'ai tout quitté pendant 1 an. Je me suis remise un peu mentalement parce qu'après, on n'en parle pas souvent, mais après les études, licence, tout ça, vu qu'on enchaîne après le lycée, enfin on a fait le collège avant, on se prend pas le temps de respirer, donc du coup, j'ai foncé, pendant une année sabbatique. J'ai eu un bac pro commerce, donc du coup j'ai été vendeuse pendant 1 an, tout l'argent que j'ai eu, je l'ai mis de côté, je me suis barrée pendant 1 mois et demi aux États-Unis. Sachant que pendant cette année où j'étais vendeuse, je m'occupais aussi de mon grand-père qui était atteint d'Alzheimer et ma grand-mère qui s'était cassé le fémur. Donc voilà, j'étais en même temps aide-soignante à domicile. Et ensuite, il fallait trouver un master. Et je fais, maman, tu me vois dans quoi? Elle me fait, toi, moi en vrai, je te vois bien prof. Je fais, ah ouais? Et ma mère, elle me regarde, elle me fait, chiche, tu deviens prof. Et du coup, j'ai fini par postuler. Donc d'abord, je voulais voir pour faire professeur d'histoire, de lettres modernes ou contemporain. Et en fait, fallait avoir fait une licence en histoire, que je l'ai pas, et j'ai une licence en art. Donc je me suis dit, autant par commencer de zéro, ça allait pas être... j'allais rien gagner. Donc je me suis dit, pourquoi pas un master art plastique. Un petit point technique. Quand on construit un cours d'art plastique, on doit penser à 3 composantes essentielles. D'abord, la composante plastique, qui englobe la pratique des arts plastiques, c'est le cœur d'un cours. Ensuite, on a la composante théorique. Elle concerne le fait d'exposer l'œuvre, tout ce qui tourne autour de la démarche, de l'analyse, de la compréhension des créations plastiques et des images, de prendre part au débat sur le fait artistique, etc., etc. Et enfin, la composante culturelle. Elle permet de se questionner, de se repérer dans l'histoire de l'art et de développer sa sensibilité aux arts en général. Mais quand on parle de culture artistique, de quelle culture on parle? Des grands peintres, masculins bien sûr, car on parle peu des femmes artistes, des grandes œuvres occidentales, celles qu'on retrouve au musée et qu'on se doit de connaître sous peine de passer pour un inculte. Cette culture-là, elle serait légitime, savante et surtout exigeante, donc digne d'être enseignée contrairement à une culture dite populaire qui ne le serait pas. Bon, tout ça c'est très résumé, et surtout ça fait beaucoup débat. Alors, est-ce que la culture, la vraie, c'est forcément celle qu'on apprend à l'école? Et dans l'enseignement des arts plastiques, est-ce qu'on devrait se limiter à une culture dite légitime? Je trouve ça très discriminant parce que les cultures, ou la culture, je ne sais pas si on doit dire les ou la, elles sont diverses.
moi déjà, l'expérience que j'ai ici à la Mâconnais, c'est un collège qui est en réseau d'éducation prioritaire, c'est un collège dans lequel, je crois, il y a 35 ou 40 langues différentes sont parlées, il y a plein de cultures là qui existent. Moi, je me sens pas forcément dans l'obligation de faire passer une culture qui serait officielle. Il y a d'autres formes de culture qui existent. Il y a plein de choses qui peuvent ici venir enrichir, nourrir nos cultures. Donc pour moi, c'est déjà un terrain de rencontre. Et puis, je me suis rendu compte, quand j'étais justement jeune prof, j'avais un élève, c'est un élève qui m'a marqué parce que il était, comme on dit, mauvais élève, voilà, la caricature d'élève qui n'est pas intéressé par ce qui se passe à l'école. Et moi, je trouvais que c'était un gamin qui était vachement étonnant, super intéressant. Et en fait, sa passion, lui, c'était la pêche. Et avec son papa, ils allaient pêcher le week-end, tous les week-ends, dès qu'ils pouvaient. Et pour moi, c'était une vraie culture, c'est-à-dire qu'il avait des connaissances sur plein de choses, sur l'histoire des cours d'eau dans son secteur, les plans d'eau, comment ça marche, comment ça fonctionne, quel type de poisson on peut trouver, alors comme c'était de la pêche, il fallait des cannes à pêche spéciales. Enfin, pour moi, c'était des vraies connaissances. Moi, j'y connaissais rien du tout, et je trouve ça vraiment intéressant. Et je trouve que c'est dommage de ne pas valoriser ces connaissances-là, parce qu'elles existent, et que peut-être que si on savait les valoriser, cet élève, ce ne serait pas un mauvais élève, ce serait un élève parmi les autres, avec ses compétences, et qui, à mon sens, sont tout à fait légitimes. Mais voilà, c'est vrai que, d'une certaine manière aussi, on est là pour faire passer une culture officielle, et on en parle entre nous, d'ailleurs, puisque je fais de la formation, par exemple, à nos étudiants, on leur dit, voilà, ce serait bien que vous fassiez connaître à vos élèves certaines œuvres d'art qui sont indispensables. Ouais, mais elles sont indispensables pour moi, parce que je suis un occidental, parce que j'ai un certain âge, parce que je sais pas quoi. Mais peut-être que si j'étais indien, j'aurais une autre définition de la culture indispensable. Donc voilà, pour moi, ça reste quand même quelque chose de très ambigu. Mais, pour moi, quand il y a une culture, c'est un truc qui est ouvert. Donc une culture, elle ne peut pas exclure d'autres cultures. Donc à partir du moment où on s'enrichit d'une culture, on s'enrichit de la culture de manière générale, et on a les armes pour s'intéresser à autre chose, on a les outils pour s'intéresser à autre chose et pour aller voir ailleurs. Moi, j'ai travaillé sur certains axes dans mon enseignement, ou dans tout ce que j'ai fait lorsque je faisais par exemple des résidences. Mais pour moi, c'était pas des choses fermées. D'ailleurs, le très très gros projet que j'ai fait, le dernier très gros projet, c'était quelque chose qui s'appelait là d'où je suis, là d'où je viens, là où je vais. Et c'était vraiment lié à l'histoire de nos élèves. Et l'idée, c'était essayer de faire émerger les apports culturels de chacun comme étant quelque chose d'essentiel pour la connaissance de tout le monde. Et pas l'histoire seulement d'une personne qui concerne que sa petite vie. Non, c'est pour tout le monde, c'est une richesse pour tout le monde. Il n'y a pas de culture légitime, il n'y a pas de culture illégitime. Il y a plus de l'européano-centrage, genre c'est européano-centré. Oui, et ça c'est terrible parce que moi j'ai des œuvres qui viennent de Mongolie qui sont absolument incroyables. On parle pas assez du continent africain d'ailleurs, qui c'est littéralement le berceau de l'humanité. Je suis en mode, les gars, c'est le berceau de l'humanité. Genre c'est dans le titre en fait, c'est là. Et non, il y a pas de légitimité, non, c'est le monde, voilà. Ouais, j'essaie par tous les moyens de leur montrer comment ça fonctionne, comment ça marche, et j'essaie d'instaurer un peu de temporalité. Par exemple, avec mes 6e, pour leur apprendre la peinture, je leur apprends d'abord la peinture, ce que c'est que le pigment, où est-ce qu'on l'a trouvé, donc ça nous emmène forcément sur les traces égyptiennes, et je leur montre aussi que les temples grecs, c'était plein de couleurs, c'était pas blanc du tout. Et après, je leur montre, écoutez, on fait un saut dans 2 continents, vous voulez aller où? Et en fait, moi, je leur pose la question de ce qui pourrait les intéresser, parce qu'il y a plein de choses qui les intéressent. Bon, ils me sortent toujours le Japon. Et je leur montre que le bleu, ils l'ont pas trouvé tout de suite, ils ont trouvé d'autres couleurs. Je leur montre que ils pouvaient écrire sur du papier bien avant nous. Enfin, ils comprennent que c'est pas parce qu'on a trouvé quelque chose à un endroit que tout le monde l'a trouvé en même temps. Et en fait, ils ont un autre regard dessus et ils se disent, mais en fait, le papier, c'est encore plus vieux que ce qu'on pensait. Et moi, je suis en mode, oui, c'est pour ça, ne le mange pas.
Voilà. Et toi, t'as fait pas mal de sorties extrascolaires. Pour toi, ça a quel intérêt d'en faire? Ben, j'ai fait plusieurs sorties. Je suis en train d'en préparer une avec des troisièmes sur le street art en plus. L'intérêt, c'est que pour des élèves qui n'ont pas vraiment de réel contact avec les œuvres, ça leur permet de les voir pour la première fois et de comprendre ce que c'est. Parce qu'ils les ont que par photographie, que par vidéo projetée, et en fait ils n'ont pas l'aspérité du tableau, l'odeur du musée, parce que c'est une odeur particulière, le craquement de pieds sur le parquet. Ils n'ont pas aussi le fait qu'il faut se tenir tranquille, rester calme. C'est tout un nouvel endroit, une nouvelle façon de se comporter qu'ils n'ont pas du tout pour la plupart. Et il y en a 2-3 que j'ai repris parce qu'ils littéralement touchaient le tableau. C'est gros doigts dessus, j'ai fait mais qu'est-ce que tu fais ? Voilà. Donc il faut vraiment saisir que de un, l'art est accessible, mais ça reste quand même des endroits où c'est les personnes qui ont un peu de culture ou qui ont déjà été alimentées par ça, qui peuvent mieux comprendre et mieux rentrer dedans que des personnes qui n'ont pas du tout et qui découvrent et qui se disent je vais faire un musée pour le plaisir. Au final, qui se retrouvent à lire tous les écriteaux, qui trouvent ça chiant à mourir parce que oui, des fois c'est trop long, c'est pour rien expliquer et je trouve ça un peu dommage. Je préfère que les gens fassent un musée et que quelqu'un les suive et leur explique que le tableau de Jérôme Lacombe, on a tout de suite que c'est la mer, mais on sait pas que c'est un songe, en même temps on n'a pas le recul de la couleur, donc quelqu'un qui vient dans la salle, qui est entouré de tableaux qui sont plutôt ternes, et qui voit un super truc en plume de pan, c'est en mode « Ah, il est trop beau ce tableau !» et il passe. C'est plus ça, et en fait le fait aussi de les emmener dans notre propre univers, je sais que moi c'est mon kiff ultime, et en fait quand je leur présente des œuvres même au tableau au collège, je la regarde et je fais la bête. Je la regarde et je fais mais en fait je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Mais c'est quoi? Et vraiment ils sont là mais madame, c'est une sculpture machin, et en fait c'est eux, ils me prennent pas pour une bête, mais du coup ils comprennent que c'est à eux d'expliquer, de me faire comprendre ce qui va au tableau, et du coup ils me donnent des réponses, des fois c'est à côté de la plaque, mais il y a toujours un sens à l'intérieur. Ça me semble important de faire prendre conscience aux gens que là où ils sont, il y a des choses à regarder, à garder et à regarder. Et à faire vivre aussi, puis à faire évoluer. Voilà, parce que c'est pas figé dans le temps, ça va évoluer. Moi, j'ai des racines alsaciennes. Et une fois, je me rappelle, j'étais dans le nord de l'Alsace et j'ai discuté avec une personne, je disais, vous avez quand même là une super région, c'est vachement beau, quoi. Et il me dit, ah bon, vous trouvez? Bah ouais, chaud. Mais vous venez d'où? Moi, je viens de Bretagne. Ah, c'est super beau, la Bretagne. Et là, je me disais, bah ouais, c'est super beau, ok, mais on ne se rend pas compte de ce qu'on a autour de soi, quoi. Et donc déjà, par exemple, pour un élève, moi, qui suis à Rennes maintenant, je trouve que c'est super important d'avoir une connaissance de son patrimoine, de ce qu'il y a dans Rennes. Alors, c'est pas seulement le centre-ville de Rennes, c'est pas... les maisons à colombage du centre-ville, c'est aussi dans le quartier ici, on est dans le Blône, l'ancienne ZUP Sud, c'est une histoire ce quartier. Il y a des lieux, il y a des... Et c'est tout en fait, c'est pas seulement les bâtiments, parce qu'on peut dire, on va aller voir le triangle, il y a des choses intéressantes, l'architecture est intéressante, il y a des détails architecturaux qui sont intéressants, c'est un lieu avec une salle de spectacle, etc. Mais c'est les arbres du quartier, par exemple. Ici, on a des arbres qui font partie des haies qui étaient autrefois présentes sur les champs ici. Et ces haies, ces arbres, ils ont une vraie histoire. Et c'est super important de les regarder aussi. Ils font partie, ils sont vivants, ils sont là avec nous, ils font partie de nos vies. Et donc c'est tout ça pour moi qui est essentiel, c'est d'aller aller vers ce qui fait notre environnement. Alors évidemment, on a la chance, on a un musée des Beaux-Arts à Rennes, alors il faut en profiter, quoi. On a des lieux d'exposition, le FACT, la Criée, on a le FRAC... Alors c'est vrai que moi, il y a des moments où j'aimerais bien aller un peu partout, mais ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc c'est malheureusement pour moi trop ponctuel. Voilà. J'aimerais bien des projets de plus grande amplitude, c'est-à-dire que
Dans mon idée, ce serait bien que tous les élèves sortent à chaque trimestre, enfin ici on fonctionne en semestre, ça pourrait être à chaque semestre, mais qu'il y ait une sortie, que ce soit du théâtre, du cinéma, que ce soit un musée, une exposition, enfin peu importe, mais qu'il y ait une sortie, quelque chose, et que ça devienne un apprentissage, parce qu'on apprend à sortir, on apprend à aller dans un musée, hein, on apprend à aller dans une salle de spectacle, et oui, ouais, pour moi c'était vraiment important d'avoir du temps consacré à ça, ça fait partie de la formation. Après, on peut contester, on peut dire que c'est tourné toujours vers certaines choses, certaines formes de culture. Ok, mais comme je disais tout à l'heure, pour moi la culture c'est un truc ouvert, hein, donc le fait d'appréhender un petit bout de la culture, c'est appréhender la culture de manière générale, donc voilà, c'est tout, c'est donner la possibilité de découvrir quelque chose et de penser autrement. Pour une sortie scolaire qu'on a fait, on est parti à Courchevel, donc c'était un stage de ski pour les élèves de 5e. Déjà, c'est le professeur d'EPS et d'SVT qui voit en amont ce qu'est une montagne, comment est fait la neige, qu'est-ce qu'on retrouve en montagne, les animaux, tout ça. Le prof d'EPS va voir comment on skie, parce que pour des 5e, en fait, il y en a, ils n'ont jamais skié de leur vie, ils savent même pas à quoi ça ressemblait. Je me souviens que c'était un gros point, parce qu'en fait, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas le sens de l'équilibre. Rien que pour descendre du bus, on devait être sûr d'être à côté parce qu'il y en a qui se mangeaient le bitume. C'était super drôle. Moi, là où je suis amenée à travailler avec eux, c'est poser ce regard sur cette nature qu'ils voient. On est au ski, on est en train de faire des pistes, on a des temps donnés, on doit y aller vite et tout machin. Mais on essayait de prendre quelques secondes, juste 5, 10, ça dépendait, des fois on arrivait à avoir 1 minute, de juste regarder et de comprendre en fait ce qu'on voyait. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le nuage, il fait une tête de citrouille, c'était super sympa. On fait waouh. Il y en a qui voyaient des hélicoptères, il n'y en avait pas du tout. On essayait de comprendre comment était aussi le relief. D'une piste à l'autre, forcément, ça changeait. Lié avec une pièce de théâtre des autres classes de 5e. Et en fait, on devait lier l'aventure, donc le texte aventure, sur du concret, donc la forêt enneigée. Donc il fallait qu'on trouve des sapins avec de la neige. Qu'est-ce que dans l'histoire pouvait évoquer le fait que c'était une clairière ? C'est quoi une clairière ? Où est-ce qu'on pourrait la trouver ? Quel angle de vue ? Comment est-ce que vous voulez que je me mette ? Parce que moi, je leur donnais mon téléphone. Enfin, clairement, j'avais l'outil photo, ils savent très bien faire à cet âge-là. Je leur passais mon téléphone et j'étais en mode, écoute... qu'est-ce que tu vois ? Comment est-ce que tu pourrais te mettre pour faire ressentir ça et que vous êtes tout seul ? Alors qu'on est à côté des bennes, enfin à côté des œufs, il y a du monde partout. Et lui, il m'a trouvé un tout petit spot c'était au pied d'un sapin, il a demandé à un de ses copains de bien se placer pour montrer une ombre de lui qui traverse une sorte de forêt avec 2 sapins vraiment, et une pomme de pin en plein milieu qu'ils ont balancé à l'intérieur. Et en fait, ça, c'est devenu la couverture du livre, parce que c'était là, représenter une personne sans vraiment la voir. Enfin, c'était hyper intéressant. Et du coup, ils ont compris comment ils pouvaient s'émanciper de ce quotidien et d'avoir un autre regard. Pendant quelques secondes, hein, ça a duré qu'1 semaine, mais au moins, quand on est revenu en classe après les vacances, j'ai vu qu'ils avaient un autre regard. J'ai vu qu'ils avaient ils avaient moins de mal à comprendre ce que je leur disais quand je leur parlais de point de vue et de ce qu'ils devaient regarder. Il y a une question que beaucoup d'élèves nous posent pendant les cours, presque par défi, parfois avec humour. L'art, ça sert à quoi ? On est ici en semestre, donc dans quelques jours, ça va être les conseils de classe. Et je sais que je vais en parler pendant le conseil de classe parce que ce qu'on fait à l'école, heureusement, ne sert à rien. C'est pas fait pour servir. Moi, servir, c'est vraiment quelque chose c'est de l'utilitaire. C'est du basique. Voilà, j'ai des chaussures à mes pieds là, parce que pieds nus, j'aurais froid et que les cailloux, ça me fait mal. Donc mes chaussures sont utiles. Alors, je préfère avoir des chaussures qui me plaisent bien et confortables aussi, mais c'est utile. Le jour où elles seront foutues, mes chaussures, j'en ferai pas forcément une maladie, quoi. Peut-être que je les ferai réparer, mais à un moment donné, si elles sont foutues et qu'on peut plus rien en faire, je les recyclerai. C'est utile, c'est tout. Mais ce qu'il faut voir dans les enseignements, et l'art pour moi, c'est indispensable. C'est-à-dire que, de toute manière,
du plus profond des âges, ce qu'on a gardé de la trace des humains, c'est de l'art, hein, c'est des peintures sur des parois. C'est un truc complètement dingue, j'entendais parler de ça une fois, mais c'était vraiment des objets hyper vieux. Dans un laboratoire du CNRS, ils avaient conservé des stalactites, donc des morceaux de pierre, et ils avaient vu qu'il y avait des traces de taille, donc elles avaient été taillées, mais ils ne savaient pas à quoi ça servait, quoi. Donc ils se disaient, mais c'est peut-être des outils, enfin ils ne savent pas, jusqu'au jour où, par maladresse, ils ont fait tomber une des stalactites, et qui a fait un bruit magnifique. Et là, il y en a un qui a dit, mais c'est peut-être des instruments de musique, et c'était en effet un lithophone. Donc, je ne sais plus, c'était des objets qui auraient été travaillés il y a moins 50 000 ans. Mais c'est quand même dingue de se dire qu'il y a moins 50 000 ans, il y a des gens, des hommes ou des femmes, ou des enfants, je ne sais pas, mais qui ont travaillé des morceaux de pierre pour faire de la musique. Mais ça veut dire quoi? Enfin, ça veut dire que peut-être qu'il y a moins 50 000 ans, il fallait avoir chaud, il fallait bouffer, il fallait survivre, et qu'on trouvait quand même le moyen de faire de la musique. Donc ça veut dire quelque chose de l'humanité, ça. Ça veut dire que ça, c'est vraiment essentiel. Si on consacre du temps et de l'énergie à ça, alors qu'on pourrait se dire peut-être que c'était vachement plus important de survivre, c'est vachement plus important de réussir à se nourrir, ça veut dire que c'est essentiel, que ça fait partie de ce qui est l'humanité. Donc une humanité, elle vit qu'avec, à mon avis, quelque chose qui est créatif. Et l'art, c'est un de nos moyens de création forts, principaux. Mais je pense que les mathématiques, c'est quelque chose de très... Enfin, moi, je trouve ça très beau. J'y comprends pas grand-chose, parce que j'ai un parcours mathématique chaotique, mais je trouve ça très beau. Enfin, il y a des trucs que je trouve très beaux en maths. Et la langue, évidemment, c'est magnifique. Tout à l'heure, même une langue qu'on comprend pas, parfois on l'écoute, on se dit, mais ce que j'entends, c'est superbe, quoi. Voilà, c'est tout ça, quoi. Je pense que l'aspect l'humain est créatif. C'est dans sa nature, c'est comme ça. Et c'est parce qu'on a cet aspect-là qu'on avance, qu'on invente, qu'on progresse, pas tout le temps, d'ailleurs on progresse pas tout le temps, mais qu'on fait plein de choses, quoi. Et dans ces choses-là, il y a quand même pas mal de choses positives. Donc oui, c'est ça, pour moi, l'utilitaire, non, j'en veux pas, je m'en moque. Et je le dis à mes élèves, et je leur dis tout le temps, et je le revendique, mais je le dis aussi à mes collègues. Peut-être qu'on a été... moi, je fais partie d'une génération d'enseignants aujourd'hui, mais d'élèves à une époque où on faisait des trucs très utiles. Et d'ailleurs, on est toujours persuadé que c'était beaucoup mieux avant, et qu'avant, les élèves, ils apprenaient des trucs sérieux, quoi. Et je me dis, par exemple, passer son BEPC, qui était l'examen qu'on passait avant le brevet des collèges, et apprendre toutes les préfectures, les sous-préfectures, et je sais pas quoi encore, c'était tellement bien, quoi. Enfin, moi, ça me fait marrer, quoi. Je sais pas quoi je les connais pas, et je sais pas à quoi ça me servirait, et d'ailleurs, je m'en fous. Mais je pense qu'on apprend autre chose autrement, et voilà, on va dans un sens qui, moi, me semble passionnant et intéressant. Mais pas simple, hein. Pas simple. D'ailleurs, on voit bien, hein, l'école, c'est une grosse machine qui est parfois, qui doute beaucoup d'elle-même, qui est parfois en difficulté, mais elle a le mérite d'exister, puis elle a le mérite d'être vivante avec des gens qui ont envie de faire des trucs, donc c'est bien, quoi. Il y a un bel avenir. Alors, de mon point de vue, du coup, l'art, ça sert à exprimer des choses et à se faire comprendre là où on peut pas être compris. À faire passer des messages où on n'est pas censé parler la même langue. Et un moyen aussi d'exprimer, de passer cette barrière du personnel à l'intérieur de soi et de le verbaliser, de le montrer d'une façon qui nous permet de dire en fait ce que je ressens dans mon corps. C'est ça en fait. Et du coup, je trouve ça assez puissant. Mais pour un élève, je lui dirais que ça dépend de ta vision de l'art, parce que l'art c'est hyper large, hein. On peut parler de la musique, on peut parler de tout. Et en fait, ça dépend de comment l'élève le perçoit, et c'est à lui de trouver sa voie, de trouver sa petite étincelle, et ça peut être dans la sculpture, ça peut être dans la création de partitions. J'ai un élève qui est rappeur, et qui du coup adore mes cours parce que en fait il essaye de me retranscrire ses émotions dans ses travaux. Il me dit voilà, moi madame, j'ai deux façons, moi j'ai deux personnalités, j'en ai un qui est super content et j'en ai un autre qui est hyper mélancolique. C'est un petit 5e, alors je suis en mode mais quoi, ah bon, t'es mélancolique, pourquoi, qu'est-ce qui se passe?
Et en fait, il me raconte qu'il s'inspire beaucoup des rappeurs et que le fait de dire les mots en musique, bah en fait, il a trouvé son langage pour montrer aux autres, ou en tout cas à ses parents, ce qu'il ressent. Et du coup, il a sorti son premier son, il me l'a fait écouter et j'ai adoré parce qu'il a il a un talent. Il a vraiment trouvé son truc. Depuis quelques années, l'éducation nationale change sa politique par rapport à l'adaptation des enseignements. Nous passons d'un modèle de l'élève qui se doit de se conformer aux cours qui se doivent de s'adapter aux besoins spécifiques des élèves. Dans l'idée, ça doit pouvoir permettre à celles qui sont neuroatypiques, handicapés, allophones ou avec des troubles psychologiques par exemple, de suivre leur scolarité sans être écrasés par le système. C'est un processus de changement essentiel pour respecter le droit à l'éducation pour toutes et tous. Mais dans les faits, comment l'équipe pédagogique, qui manque déjà de moyens humains et financiers, peut-elle mettre en place ces adaptations ? C'est quelque chose qui est très compliqué et c'est en fait très individualisé. C'est des approches qui sont multiples. Et je suis parfois très désarmé parce que j'ai pas la solution, j'ai pas. En plus, ça fait pas partie de ma formation. Voilà, je suis arrivé et puis ça s'est présenté à moi, donc il a fallu que je m'adapte. Ça dépend de pas mal d'élèves. En fait, c'est une approche très longue. Je considère qu'il me faut du temps pour le faire. Alors, du temps, ça veut dire que certains élèves, je les laisse s'adapter à ce qu'est le cours, à mes demandes. Comme je suis censé les évaluer, pour moi l'évaluation, je reviens à la racine du mot, c'est mettre en valeur. J'essaie de mettre en valeur tout ce qu'ils font et parfois je sais que c'est hyper difficile pour un élève qui a une difficulté de compréhension de la langue, de saisir le sens complet d'une proposition de travail, de comprendre les subtilités de mots qui sont posés. Donc moi ce qui m'importe c'est qu'à un moment donné ils réussissent à attraper quelque chose et qu'ils réussissent à en faire quelque chose. À partir de ce moment-là, pour moi j'ai le sentiment que ça y est, on est sur une piste. Voilà. Après, c'est peut-être pas tout à fait ce que je demande, mais est-ce que ça c'est important ? En fait, à un moment donné, il faut aussi essayer de comprendre. Moi je peux pas mettre à la place de quelqu'un qui a eu un parcours migratoire compliqué, qui a vécu dans une langue et à qui on dit maintenant tu vas cette langue-là, ok, tu peux continuer à la pratiquer, c'est pas un problème, mais quand là tu es au collège, tu es en français parce que c'est la France et puis que c'est comme ça, c'est bien, mais moi est-ce que je serais capable de faire autant que lui ? Je sais pas. Donc je trouve ça super difficile et donc je pense que l'important à ce moment-là c'est se dire on a réussi à rentrer en communication, on a réussi à créer un lien sur quelque chose et ça suffit, ça déjà, c'est déjà bien, et à partir de là on va créer un lien de confiance. Et puis les choses vont suivre. On a du temps pour ça. C'est toute une vie. C'est un gamin de 13 ans, c'est pas fini. C'est juste le début. Donc il a encore plein de choses à faire. Et je pense que oui, ça demandera peut-être du temps, plus ou moins pour certaines personnes. Moi, j'ai vu des élèves qui arrivaient ici, qui parlaient pas un mot de français, qui 3 mois plus tard étaient capables d'avoir une conversation et qui 2 ans après parlaient un français remarquable. D'autres, c'est très long, d'autres, c'est plus douloureux, c'est plus difficile. Mais ça vient, et ça vient autrement, et puis c'est pas grave. L'important, c'est, je pense que si la personne se sent mise en valeur et se sent respectée pour ce qu'elle est, c'est déjà pas mal. Moi, le public, déjà, ça va être de la 6e à la 3e. Ça va être des classes... alors, j'ai pas de classe Ulysse, mais j'ai des Ulysse qui sont dans mes classes. Des élèves, j'en ai 2 qui ne savent pas écrire le français. J'en ai un qui a des troubles cognitifs, j'en ai plusieurs qui sont autistes et une qui est autiste sévère. Enfin, j'ai vraiment un public hyper varié en fait. J'ai des enfants, clairement, j'ai des élèves qui sont... Peut-être qu'ils ont des particularités, mais dans mes yeux, c'est des élèves. J'ai un élève qui vient de Turquie, qui est en France depuis 2 ans et qui a du mal à écrire français parce qu'il parle français. Il n'a pas tous les mots encore, par exemple, rien que pour dire le mot Pierre, il a le prénom, mais il n'a pas la cognition pour dire que Pierre, ça peut être aussi un caillou. Mais il n'a pas le mot caillou non plus. Donc en fait, ça marche pas. Lors d'une évaluation, donc celle d'avant, j'étais pas au courant, parce que c'était day one où j'avais eu les classes, et j'ai pris vraiment en cours de route la classe, et j'étais pas du tout au courant
que cette personne n'écrivait pas français, donc je lui ai demandé d'écrire en turc directement. Heureusement, j'ai des amis turcs, donc ils m'ont traduit gentiment et ils m'ont envoyé ça. Et du coup, pour la seconde évaluation, je me suis dit, bon, je vais essayer d'un peu plus me préparer et je vais lui faire sur ordinateur. Sauf qu'en fait, ça faisait 15 minutes qu'ils avaient commencé et lui, il me réécrivait mot pour mot toute la consigne qu'il traduisait après en turc. Et ensuite, du turc, il essayait, parce qu'on n'a pas le même clavier, on n'a pas les mêmes lettres, il essayait de prendre des petits mots pour les mettre en français. Enfin, c'était trop long, c'était n'importe quoi. Et à côté de moi, j'ai un élève énergique. Voilà, c'est vraiment le typique énergique qui a pas de problème, TDAH ou machin, ou hyper réactif. Non, il a de l'énergie, lui. Il a de l'énergie, il veut que tout le monde le regarde, il veut de l'attention, et moi je lui dis, pas de souci. Donc j'ai pris le Red Bull et j'ai pris mon élève turc, je les ai mis dans une salle tous les deux, et je leur ai dit, bah voilà, à la fin de l'heure, c'est une co-évaluation. Moi je fais mon cours à côté, tout ça, blablabla, et je viens de temps en temps checker si ça avance dans le bon sens. Et à un moment donné, je fais ma chipie. J'arrive devant la porte et j'entrouvre la porte et je glisse un œil, juste pour voir comment ils sont tous les deux, comment ils évoluent tous les deux en fait dans leur coin. Et là j'ai vu l'élève qui prenait le temps que son camarade comprenne toutes les questions, qu'il trouve les réponses par lui-même, qui le mettait sur la piste, qui lui faisait répéter les phrases pour être sûr que ce soit bien ça qu'ils écrivent tous les deux, parce que c'est une coévaluation, donc c'était tous les deux. Moi, je revenais dans la classe pour les aiguiller, pour les remettre dans... On va dire, parce qu'il y avait des mots un peu compliqués, comme le mot indication. Bon, je pensais pas que ça leur poserait de problème, mais du coup, pour eux, c'était un souci. Donc, je leur ai bien réexpliqué ce que c'était que le mot éducation, mais indication. Mais à part ça, c'était super bien. J'ai vraiment apprécié que les deux, même s'ils s'apprécient vraiment, mais que les deux, en fait, se mettent dans une optique de travail pour obtenir le score parfait, pour réussir tous les deux. Moi j'étais en mode, bah c'est ça en fait. Que l'élève se mette au niveau du groupe, pourquoi pas? Mais il faut donner les outils, il faut avoir la technique. Hein. Moi j'ai que 2 ans de service, donc pas forcément je les ai pas, mais c'est sportif. C'est sportif. Avec toutes les difficultés qui font partie de l'enseignement, quels sont les moments, les rituels, les petites victoires qui font qu'on garde cette passion du métier et de notre matière? En fait, le jour où j'ai arrêté d'être prof, quand j'ai parti en retraite, c'est ces trucs-là qui vont me manquer. Parce que j'ai plein de projets, hein, donc j'ai pas ennuyé, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que c'est vachement touchant. Ces élèves qui vous mettent des petits mots ou qui vous disent des trucs. Ou là, dernièrement, j'ai une élève qui est revenue me voir parce qu'elle voudrait faire l'option art plastique et puis ça s'est pas passé comme elle voulait en arrivant à Bricquigny. Et donc, elle est revenue me voir pour qu'on en parle et puis pour voir comment on pouvait régler le problème. Et ben ouais, pour moi, c'est génial, quoi. C'est ça que j'attends. Oui, c'est vrai que quand ça me tombe dessus, ça me fait vachement plaisir, quoi. Ça justifie plein de trucs, quoi. Alors c'est pas tous les jours, hein, mais c'est pas tout le temps Noël, mais ça arrive quand même assez fréquemment. Hein. Et puis non, il y a quand même il y a surtout des bons moments, quoi. Il y a surtout ces moments où un élève découvre un truc. Je me rappelle pendant une résidence d'artiste, on travaillait en animation et l'animatrice avec qui, la réalisatrice animatrice avec qui je travaillais voulait qu'on crée des supports, donc des feuilles de papier de couleur assez structurées. Donc elle me dit, on va carrément travailler en gouache et puis il va falloir qu'on travaille sur les couleurs, sur les matières. Donc on est en train de travailler ça. Puis j'avais une élève qui était complètement bloquée, quoi, complètement bloquée. Et à un moment donné, je me suis dit, je vois aussi qu'elle a un vêtement qui est assez précieux sur elle, donc je lui ai proposé des blouses, enfin un truc pour se protéger. Donc elle a accepté de mettre sa blouse. Et là, je lui ai mis de la peinture. Et bon, je lui ai expliqué ce qu'on pouvait faire, je lui ai montré des trucs qui saillissaient pas trop, quoi. Mais 10 minutes après, elle avait de la peinture jusqu'au poignet, et elle était les mains dans la peinture, à étaler sa peinture sur ses feuilles. C'est géant, quoi. C'est géant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a vaincu un truc, on est passé sur des peurs, peut-être même des interdits, je pense. Et ça, c'est des moments qui sont précieux. Voilà, ouais, c'est ça que j'aime bien vivre dans ce métier. Pour moi, c'est des petites victoires.
j'ai plusieurs petites règles dans la classe qui font que ça les amuse tellement qu'ils en jouent même pas et qu'ils les respectent en fait. J'ai la règle des 20% par exemple. C'est si on mange un bonbon en classe, bah c'est 20% de taxes. Et du coup, c'est pas du racket, hein. Je demande que si c'est que tu partages avec les copains, faut au moins partager avec le professeur. C'est non. J'ai une autre règle où c'est si on touche le tableau, c'est le mien. Donc c'est que pour moi. Rien qu'avec ça, les élèves ils viennent d'eux-mêmes. Du coup, j'ai pas besoin de le dire. Ils viennent d'eux-mêmes me faire des petits mots, écrire vous êtes la meilleure prof, vous êtes trop bien, des petits poèmes. L'année dernière, j'ai eu littéralement une fresque avec tous les élèves qui avaient fait un petit dessin pour me dire au revoir. C'était vraiment trop mignon. Enfin, ouais, à peu près toutes les classes me donnent... Enfin, ils me donnent pas quelque chose de matériel, mais ils viennent blaguer avec moi, ils me montrent leurs dessins, ils passent leur récré avec moi. Alors que, il se fait super beau dehors, hein. Mais ils passent leur récré avec moi à discuter. Des fois, on se fait un petit jeu que tous les quatre. Vu que j'instaure des mini rituels, il y a un rituel auquel les élèves, je ne pensais pas qu'ils allaient me demander autant. À la fin de chaque cours, ça dépend le matériel qui a été mis en œuvre pour eux, mais ils ont 5 minutes de rangement. Et je fais partie des personnes qui n'arrivent pas à se motiver pour ranger. C'est-à-dire j'ai besoin de me motiver à mort, donc je mets de la musique. Et je me suis dit, bon, pour les élèves, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être un petit jeu. Et en fait, c'est les élèves qui me demandent en mode, madame, vous avez pas mis la musique? Je me dis, ah bon, d'accord. Du coup, je me plie à eux, et des fois, j'ai pas d'idée, donc je me retourne, je fais, vous voulez mettre quoi? Donc moi, c'est pas de vulgarité, des paroles françaises, mais qui sont pas... Par exemple, je vais pas mettre du Jul parce que je sais qu'ils vont... J'apprécie, mais je sais qu'ils vont pas être concentrés sur la tâche. Je demande une autre musique. Donc là, cette semaine, c'était du disco. La semaine dernière, c'était du métal. La semaine d'avant, c'était du Bollywood. Moi, je l'ai fait voyager. Et cette semaine-là, je pense que je vais leur mettre, je sais pas, un truc latino, parce que pourquoi pas. S'occuper des enfants, ou en tout cas leur apporter quelque chose, ça donne une énergie. Ça donne un rengain de fou, parce qu'il y a eu une période de ma vie où vraiment c'était pas ça. Et en fait, me forcer à être présente, à jouer aux profs devant eux, même aujourd'hui, hein. Franchement, c'est le meilleur taf, c'est le meilleur job, j'ai rien à dire, moi je m'éclate. Parce que moi je fais que des tafs où je m'amuse, hein, donc franchement, à partir du moment où ça m'amuse plus, je trouve, je fais en fonction de changer la donne, ou je change complètement, mais là en fait je m'amuse trop, il y a tellement un libre, je peux faire ce que je veux. Par exemple l'année dernière, j'ai littéralement construit un vaisseau spatial dans ma classe, parce qu'ils avaient un cours sur le système solaire, et je me suis dit mais ce serait trop bien. Et au final, ils ont eu, je crois, plus de 15 à chaque... Enfin, tous les élèves ont eu plus de 15 et le prof, il était trop content, en mode « Ouais, c'est trop bien !» Je leur... Voilà, quand ça marche, en fait, quand ça marche! Faut faire de l'interdisciplinaire, parce que sinon, on se retrouve tout seul dans sa matière et c'est pas fou. Vous avez écouté le 3e épisode de Bagage Artistique. Un grand merci à Lilou et Fabrice. Prenez soin de vous et à la prochaine!